Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 octobre, c'est déjà le dernier jour de la semaine, mais on finit en beauté puisque le sujet d'ouverture de ce journal sera du drama du côté de Ligue 1+. Oui, le lancement de la chaîne se passe bien commercialement, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques petits signaux de fumée inquiétants, donc ça mérite bien qu'on s'y attarde. On parlera également de polémiques du côté de l'équipe de France avec le staff médical et quelques petits reproches du côté du Milan. On parlera de Kang In Lee qui a reçu une récompense, d'Hendrick et de l'Olympique de Marseille. Oui, les deux associés, ça a de quoi surprendre. Et enfin, on terminera cette semaine de journaux en parlant de Pacho et d'une hypothétique prolongation au Paris Saint-Germain. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le torchon brûle déjà entre le boss de Ligue 1+ et les présidents de Ligue 1 selon le journal L'Équipe. Alors c'est quoi le sujet de l'embrouille? À la base c'est l'utilisation du budget marketing, mais au final c'est une question de transparence générale. On rappelle que c'est Nicolas de Taverneau, le boss de LFP Media, qui s'occupe des opérations pour la chaîne Ligue 1+. La polémique et l'embrouille, ça vient du fait qu'on lui demande de rendre des comptes, et on a notamment le président du LOSC, à savoir Olivier Létang, mais également le président de Lorient qui lui ont demandé un peu plus d'informations, un peu plus de transparence. Il y a un des sujets, c'était l'utilisation du budget marketing. Est-ce qu'il allait utiliser toute l'enveloppe budgétisée ou est-ce qu'une partie allait pouvoir être reversée au club? Je trouve ça quand même assez fort comme interrogation parce qu'au final, si tu l'as budgétisé à la base, pour le marketing, c'est que tu vas l'utiliser pour le marketing et pas pour le reverser au club. À un moment, il faut comprendre que Ligue 1+, c'est un projet assez important, n'ayons pas peur des mots, qui a besoin de financement assez important pour la partie marketing, pour faire connaître la chaîne, pour choper des abonnés, et aller gratter dès le départ 7 millions que tu prendrais au budget marketing, ce serait vraiment avoir une vision court-termiste catastrophique. Et Nicolas de Taverneau, il apprécie pas trop cette demande d'information, de transparence, d'utilisation du budget marketing, à tel point qu'il aurait apparemment sous-entendu que si les présidents de Ligue 1 n'étaient pas contents, ils pouvaient claquer la porte. Ça s'inscrit dans un contexte qui, en plus, est doté d'une autre polémique, celle du match, des matchs de l'équipe de France Espoir qui reviennent au streamer Zach Nani, et où la LFP reproche à la FFF de ne pas les avoir consultés. Et là, je dois vous avouer que de mon côté, c'est un mystère absolument total, parce que j'ai un énorme respect pour tous les travaux réalisés par Zach Nani, mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'il ne doit pas avoir une armée de commerciaux par rapport à la LFP, qu'il ne doit pas avoir des moyens démesurés par rapport à la LFP. Alors comment ça se fait que ce soit lui qui ait été prospecter la FFF plutôt que la LFP pour aller choper ses matchs? Comment ça se fait que la LFP attendait qu'on lui propose alors que Zach Nani a été prospecté pour ça? C'est absolument incompréhensible, mais en tout cas le torchon brûle entre les présidents de la Ligue 1 et la LFP, et c'est inquiétant parce que ça brûle alors que le lancement commercial il se passe plutôt bien. Donc imaginez comment ça va être à partir du moment où les chiffres seront moins bons, si jamais ils sont moins bons à l'avenir. Après le PSG, c'est au tour du Milan d'être agacé par le staff de l'équipe de France. Si vous recherchez du pressing avec les Bleus, il faut davantage le rechercher entre les clubs et la sélection que sur le terrain. Alors le problème, c'est autour d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot a, selon Didier Deschamps, subi un coup lors du match face à l'Azerbaïdjan, sauf qu'en réalité, on s'est rendu compte que c'était un peu plus qu'un coup et que c'était une lésion musculaire et qu'il allait être absent pendant 10 jours avec le Milan. C'est une mauvaise nouvelle pour le club italien, étant donné que Rabiot a vite pris une importance cruciale au milieu de terrain. Et là où il y a un petit sujet, c'est qu'en fait le Milan n'a pas été informé exactement de la situation médicale du joueur. Il était même sur le banc face à l'Islande. S'il avait été identifié comme un joueur souffrant d'une lésion musculaire, il aurait carrément dû être écarté du groupe et même pas présent sur le banc. Et du coup, du côté du Milan, on se pose la question de la transparence, de la communication, d'est-ce qu'on a été sérieux dans le protocole de test, est-ce qu'on a été suffisamment prudent avec le joueur. Alors de mon côté, je suis pas un médecin du sport, et quand bien même je serais un médecin du sport, je pourrais pas vous donner une opinion de fond parce que j'ai pas le dossier médical du joueur. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça commence à faire pas mal de polémiques entre le staff médical de l'équipe de France et les clubs des joueurs. Je sais pas qui a raison, qui a tort, mais ça montre que plus que jamais, le contexte entre les sélections et les clubs, il est tendu, et d'ailleurs ça concerne pas que l'équipe de France. On a vu des polémiques entre le Barça et l'Espagne pour Lamine Yamal notamment.
Comment vous dire ça sans être méprisant? Eh bien, je dirais tout simplement que je suis bien content d'être français quand je vois qui a été élu joueur asiatique de la saison et évoluant à l'international, donc hors d'Asie. Il s'agit du sud-coréen Kang In-lee, et je suis désolé de le dire, mais si dans toute l'Asie on n'a pas mieux en termes de saison que Kang In-lee, c'est quand même un petit peu triste. Alors oui, Kang In-lee jouit de pas mal de choses qui vont en sa faveur. Il est important au sein de sa sélection, il a joué en club dans le Paris Saint-Germain qui a gagné la Ligue des Champions et qui était la meilleure équipe de la saison, et en plus il jouit d'une notoriété et d'une image absolument fabuleuse du côté de l'Asie. Reste que le meilleur joueur asiatique international de la saison, c'est un mec qui est remplaçant au Paris Saint-Germain. Il n'a pas eu une place extrêmement importante dans la conquête de la Ligue des Champions. Alors oui, il a beaucoup joué sur le papier, il a disputé 49 matchs pour 7 buts et 6 passes décisives, mais en équivalent temps de jeu, c'est pas 49 matchs pleins, c'est seulement 27, ça vous montre qu'il a souvent été remplaçant, et puis surtout, il a reculé de façon impressionnante dans la hiérarchie. Du côté des joueurs asiatiques qui méritent peut-être un peu plus, selon moi, il y a Kubo qui évolue à la Real Sociedad, Mitoma je connais un peu moins, mais j'en ai entendu beaucoup de bien du côté de Brighton. En tout cas, voilà, encore une récompense qui va à un Parisien. Le PSG peut être fier. Mais vraiment, quand on se plaint du réservoir de talent du côté de l'équipe de France, je me dis qu'on n'a peut-être pas tant à se plaindre que ça. Endrick du Real Madrid à Marseille, est-ce que vous signez? C'est la rumeur ô combien surprenante qui nous vient de ESPN Brésil, parce qu'il faut savoir que le jeune prodige brésilien n'a joué aucune minute de jeu cette saison. Alors certes, il était blessé au tout début de saison, mais désormais il est de retour. On n'a pas l'impression qu'il est apprécié par son entraîneur Xabi Alonso, et il se plaignait déjà d'un manque de jeu la saison passée. Autant vous dire que désormais, le sujet va devenir explosif. Alors, un prêt pourquoi pas, mais je tiens à vous informer de quelque chose, c'est qu'Endrick a quand même une sale réputation dans le milieu. Les gens qui sont bien renseignés vont vous décrire l'entourage du joueur comme étant extrêmement compliqué et ambitieux, mais pas forcément dans le bon sens du terme, donc il faudrait voir si ça pourrait pas mettre un petit peu de pagaille du côté de Marseille, et moi ça fait que j'ai pas trop tendance à croire à la rumeur, parce que je vois mal Marseille dérouler un tapis d'or pour un joueur qui évolue principalement au poste de numéro 9, parce que finalement du côté de Marseille on a déjà Guéry, on a déjà Aubameyang. En fait t'es dans une équipe qui est très compétitive et qui a doublé tous les postes. Alors certes, si Endrick arrivait au cours du mercato hivernal, je doute pas qu'il aurait des minutes de jeu, parce que c'est un joueur qui a seulement 19 ans et déjà immensément talentueux, mais j'ai du mal à croire à la piste OM, et surtout je me dis que ça commence à être un dossier qui pue pas mal du côté du Real Madrid. Tu l'as acheté cher, il a un talent certain, mais aujourd'hui tu sais pas trop quoi en faire, il va vite falloir trouver une porte de sortie. Est-ce que Pacho est la recrue de l'année pour le Paris Saint-Germain? Et on pourrait même élargir le sujet à pas mal de clubs, étant donné qu'il a fait une très forte impression. En tout cas, du côté du PSG, il a tellement convaincu tout le monde que selon le généralement très bien informé Fabrizio Romano, le PSG est proche d'un accord avec son défenseur équatorien pour une prolongation de contrat, alors que je le redis, il est arrivé que l'été dernier. En même temps, je pense que je me mouille pas trop en disant que Pacho il a réussi à convaincre absolument tous les Parisiens. Il a débarqué, c'était encore un jeune joueur, mais il est devenu un titulaire indiscutable. Cette saison, il a disputé 57 matchs, plus de 4500 minutes de jeu, et entre les matchs avec l'Équateur, où il a eu beaucoup de déplacements, entre les matchs avec le Paris Saint-Germain, où il a beaucoup joué, il a montré une capacité à encaisser les efforts avec une grande régularité qui était juste exemplaire. Il a été recruté 40 millions d'euros, il est désormais valorisé 65 millions d'euros, et il incarne tout simplement l'avenir du club parce qu'il forme la charnière titulaire avec Marquinhos, mais on le sait, Marquinhos, il n'a pas non plus 10 ans de carrière qui sont encore devant lui. Il y a Zabarni qui a été recruté pour préparer l'avenir, et donc Pacho, il a déjà une tête de taulier. Moi je trouve que cette prolongation ce serait pas une mauvaise idée, parce que ça récompenserait un joueur qui est incontestablement dans les plans sur l'avenir, et surtout je vous avais parlé hier dans ma vidéo d'analyse de celle de Dembélé, où je disais que prolonger Dembélé faut faire attention, mais en fait il y a aussi un truc, c'est faut regarder d'où partent les joueurs. Aujourd'hui, Pacho, il a un salaire qui est plus de 3 fois inférieur à celui de Dembélé. Il a signé au PSG avec un salaire de 4,5 millions d'euros par saison. S'il est un peu augmenté, il restera dans un salaire qui apparaîtra comme très raisonnable par rapport aux performances du joueur.
Terminé pour le journal du jour, cet après-midi il y aura une vidéo que je vous ai promis, non pas celle sur Harry Kane, elle est déjà sortie, je le rappelle, j'ai tenu mes engagements. Non, je vous parlais évidemment d'un coach qui a débarqué dans un club français, le suspense est absolument incontournable, vous avez déjà insoutenable, vous avez déjà deviné si vous êtes un habitué du journal, ben voilà, on va parler de ce sujet, j'ai fini très largement mon scouting, j'ai très largement pris toutes les infos dont j'avais besoin, alors ça veut pas dire que j'ai un avis tranché et aiguisé comme une lame de rasoir, mais ça veut dire que j'ai pas mal de choses à faire remonter, pas mal d'interrogations et aussi pas mal de curiosité. Donc franchement, ça va être un facteur d'attractivité pour notre Ligue 1 au cours des prochains mois. Bref, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. J'étais encore parti pour faire la vidéo avant la vidéo. Kiffez bien votre journée, kiffez bien ce week-end footballistique. Salut!